Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux EDP et en particulier à la méthode des caractéristiques qui est une méthode parmi tant d'autres pour trouver la solution de ces EDP. Bien, alors avant de parler d'EDP, parlons d'abord d'EDO, donc équation différentielle ordinaire. Ce sont des équations qui font intervenir des dérivées d'une certaine fonction et dont le but est, vous l'aurez compris, de trouver l'expression analytique de la fonction qui résout cette équation. Donc ici, j'ai mis un exemple d'une équation ordinaire, d'une EDO assez classique. Donc c'est la dérivée par rapport à x de f de x égale f de x. Donc la dérivée est égale à la fonction. Et ça, c'est la fonction qui résout cette EDO est assez connue, c'est la fonction exponentielle. Et je dirais d'ailleurs que c'est plutôt une famille de fonctions qui résout ce type d'équation, car c'est donc la fonction exponentielle est multipliée par une certaine constante c. Et pour trouver l'unique solution de cette EDP, si on spécifie une condition initiale comme il est fait dans l'exemple, donc ici f de 0 égale 1, eh bien je peux trouver la valeur de c qui ici est égale à 1. Voilà. Bon alors, maintenant pour les EDP, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, ça veut dire équation différentielle partielle ou équation au dérivée partielle. Alors la différence ici, c'est que on va toujours avoir des dérivées et on va toujours devoir trouver une fonction qui résout l'équation. Sauf que ici, on va non plus avoir des dérivées seulement par rapport à une variable, mais ici par rapport à plusieurs variables. Donc ici, on a deux variables, x et y. Donc on considère une fonction u qui dépend de x et de y. Et voilà. Ici, on va se restreindre aux équations, aux EDP linéaires et d'ordre 2. D'ordre 2 parce que la plus grande valeur de la dérivée ici, c'est une dérivée seconde, donc d'ordre 2. Voilà, tout simplement. Et alors, il existe une unique solution, et donc le but ce sera de la trouver. Voilà, juste. Et pour trouver cette unique solution, pour n'en avoir qu'une solution, il faut un peu comme on pourrait faire l'analogie avec les ODO où on doit spécifier, dans le cas ici d'une ODO d'ordre 1, on doit spécifier une valeur de la fonction. Et bien ici, on va devoir spécifier la valeur de la fonction le long d'une certaine courbe gamma. Voilà, donc gamma, c'est une courbe paramétrée par un paramètre S. Et donc, on spécifie le long de cette courbe S la valeur de la fonction U. Donc ça, c'est quelque chose qu'on spécifie, on connaît déjà. Et donc, c'est ce que j'ai représenté ici. Donc, la courbe gamma, elle existe dans le plan XY. Et c'est le long de cette courbe gamma qu'on connaît déjà la fonction U. Et donc, vous l'aurez compris, à partir de l'expression de l'EDP, et à partir de cette condition initiale, on va essayer de trouver la fonction U, mais surtout le domaine de définition de U. Alors, il existe trois types d'EDP, et pour les classifier, on a besoin tout d'abord d'un nombre que j'ai nommé ici delta, qui vaut b carré moins 4ac. Donc, avec a qui est l'expression mathématique qui multiplie la dérivée seconde par rapport à u, par rapport à x, pardon. On a b ici et c, voilà. Et donc, lorsqu'on calcule ce delta, si il est négatif, on parlera d'équation d'EDP de type elliptique. Alors, il existe plusieurs exemples, comme par exemple l'équation de Laplace, qui est très connue. Donc, c'est le Laplacien de u qui est égal à 0. Il y a également l'équation de Poisson, qui est très similaire, sauf que ici, le Laplacien de u est égal à une constante qui est différente de 0. On a les équations paraboliques, comme par exemple l'équation de diffusion, que vous avez ici. Et enfin, des équations hyperboliques, donc pour un delta strictement plus grand que 0. Et on a par exemple l'équation d'onde unidimensionnelle. Et ces équations hyperboliques vont pouvoir être résolues par la méthode des caractéristiques. Voilà. Donc, voyons voir ce qu'est cette méthode des caractéristiques. Donc, on va, pour pouvoir donner un exemple
de résolution des méthodes des caractéristiques, on va s'intéresser plutôt à une EDP d'ordre 1. Donc vous voyez ici, la plus grande dérivée est d'ordre 1, parce que c'est un cas plus facile à analyser. Et je vais dire, pour trouver la méthode des caractéristiques qui permettent de résoudre des EDP d'ordre 2, la généralisation n'est pas bien compliquée. Donc voilà, on va se focaliser à ce cas plus simple. Donc voilà, on a cette équation-là. Et comme avant, on spécifie la valeur de la fonction le long d'une certaine courbe gamma. Voilà. Et alors comme, ce que j'ai mis ici, comme cette fonction u est connue le long de gamma, on peut se permettre d'écrire cette relation-ci avec ici la dérivée de x par rapport à s, qui s est le paramètre qui permet de décrire la courbe gamma. Et donc cette relation différentielle, eh bien, elle sort de la règle de la chaîne, donc voilà, qui est une règle très connue dans la théorie des dérivées. Et on voit donc ici que on a un système de deux équations à deux inconnues. Parce que ce qu'on ne connaît pas, c'est la dérivée de u par rapport à x, qu'on retrouve aussi ici, et la dérivée de u par rapport à y, qu'on retrouve également ici. Et donc, deux équations à deux inconnues. Si vous avez fait un peu d'algèbre linéaire, vous savez qu'on pourrait représenter ça par une matrice carrée de je vais dire de taille 2, quoi, d'ordre 2. Et donc, on peut écrire cette équation linéaire, ce système de deux équations linéaires sous forme d'équation matricielle, voilà. Et donc, comme vous le savez, si il existe une solution pour toute valeur de ce vecteur ici, si et seulement si le déterminant de la matrice que ici j'ai appelé A1 est différent de 0 en tout point. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, on dira que le problème est bien posé. Alors à présent, on va considérer une direction dx, dy qui, on va dire, est a priori quelconque. Voilà, mais qui, différemment à la direction ici, si on prend dx sur ds couplé avec dy sur ds, mais ça c'était une direction qui était tangente à la courbe gamma. Ici, on considère une direction dx, dy quelconque. Et donc on peut toujours écrire cette relation différentielle-ci. Et encore une fois, on va faire le même procédé avec cette équation-ci et cette équation-ci. On va faire un système linéaire comme je l'ai écrit ici. Et cette fois-ci, on va se demander, tiens, qu'est-ce qui se passe si jamais le déterminant, enfin si la direction dx, dy est telle que le déterminant de cette nouvelle matrice que j'ai nommée A2 est nul. Donc voilà, on dit qu'il existe une certaine direction telle que le déterminant de A2 est nul. Et donc, déjà d'un point de vue algébrique, le déterminant de A2 égale 0, ça revient à dire, hein, quand on fait le déterminant, on fait P dy moins dxq. Et donc, si c'est égal à 0, on sait que P dy égale q dx. Voilà. Et donc ça revient à dire, si je considère ici, si je considère, oui, le vecteur P dx, que j'appelle V1, et le vecteur V2 constitué de Q et de dy, si la matrice formée par ces deux vecteurs a un déterminant nul, ça veut dire que les deux vecteurs sont alignés. Bien. Et à présent, ça veut donc dire que le rang de la matrice n'est pas d'ordre 2. Et pour tout de même avoir une solution, il est obligatoire que V2 appartient au span de ces deux vecteurs-là. Mais le span de ces deux vecteurs-là, comme ils sont alignés, eh bien, cela revient à imposer, si je veux avoir une solution, que ce vecteur-là, V3, il soit également aligné avec les deux autres vecteurs. Et donc ça revient à imposer la condition que V3 soit aligné avec V1. Donc V1 et V3 sont parallèles, alignés. Et donc ça revient à demander que la matrice formée par le vecteur V1 et le vecteur V3, eh bien, le déterminant soit nul.
comme on l'a dit avant. Et alors, il y a une condition équivalente qui revient à dire, ça revient également à demander que V3 soit aligné avec V2. Et c'est ce que j'ai mis ici. Mais forcément, comme V1 et V2 sont alignés, eh bien, demander que V3 soit aligné avec V2 ou demander que V3 soit aligné avec V1, ça revient au même. Et donc, encore de cette condition que le déterminant soit nul, on en déduit ces deux relations ici. Et avec cette relation-ci, on obtient cette double égalité ici. Et ça va être le point de départ de la résolution d'une EDO, d'une EDP avec la méthode des caractéristiques. Et enfin, une dernière petite remarque. On a vu ici que pour avoir un problème bien posé, il faut que la direction dx ds, dy ds, donc comme j'ai représenté ici, soit telle que le déterminant de A1 soit différent en tout point. Donc ça permet d'avoir un problème bien posé. Mais on a vu également que on recherche une direction dx dy telle que le déterminant ici soit nul. Et donc, bien sûr, il ne faut en aucun cas que la direction dx dy soit alignée à la direction dx ds et dy ds, puisque celle-ci implique un déterminant nul et que celle-ci doit en aucun cas être nulle pour avoir un problème bien posé. Voilà, c'est peut-être un peu pointu, mais c'est voilà, une remarque quand même assez importante. Il ne faut jamais que ces deux directions-là soient alignées pour avoir un problème bien posé. Et donc après, dans tous les exercices que vous résolverez, eh bien, vous remarquerez, si le problème est bien posé, que les caractéristiques coupent la courbe gamma, toujours avec un angle, un certain angle, et qu'elles ne vont jamais, qu'elles vont toujours passer la courbe gamma avec un certain angle qui n'est pas nul, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, passons à un exemple d'une résolution d'une EDP avec la méthode des caractéristiques. Ici, voilà donc un exemple assez simple, j'ai envie de dire. Avec, donc, on a l'EDP ici, et ici, on a notre condition initiale. Donc ici, c'est notre courbe gamma, et ici, c'est la valeur de notre fonction le long de cette courbe gamma. Donc ici, j'ai représenté tout d'abord la courbe gamma. Donc on voit qu'elle est définie par une équation paramétrique. Donc x de s égale s et y de s égale s. Donc ça, avec un s positif. Donc si par exemple s égale 1, c'est-à-dire y égale 1 et x égale 1, etc. Et donc on voit que ça trace une courbe, une droite de 45 degrés et qui passe par 0. Bien, et donc il faut trouver l'expression de cette fonction u qui dépend de x et de y. Bien, donc tout d'abord on reprend notre expression générale des EDO linéaires d'ordre 1 et on compare un peu par rapport à ce qu'on a. On voit ici que P est égal à X, que Q est égal à moins Y et que R est égal à U0. C'est ce que j'ai mis ici. Et ensuite, on utilise notre première relation fondamentale qu'on a trouvée. C'est ce que j'ai mis ici. Et on remplace par les valeurs de P et de Q qu'on a trouvées. Voilà. Ensuite, on fait un peu de manipulation algébrique pour mettre les Y ensemble et les X ensemble. Voilà. Et ensuite, c'est ça vraiment la partie cruciale, on va intégrer des deux côtés. Et les bornes d'intégration vont être assez particulières. Parce qu'on doit commencer de là où on a de l'information, c'est-à-dire notre courbe gamma, et aller jusqu'à un certain point particulier. Et donc, on part d'un certain point particulier, notre courbe gamma, qui, en toute généralité, il est situé en coordonnées SS, jusqu'à un point tout à fait quelconque de coordonnées x, y. Et donc, si on regarde seulement en fonction de y, eh bien, on part d'un point de coordonnées s jusqu'à un point de coordonnées y, puisque ici, on est dans on regarde par rapport à y. Et quand on regarde par rapport à x, on démarre toujours d'un point de coordonnées s jusqu'à ici une coordonnée en x qui, en toute généralité, est nommée x. Donc c'est ça qu'on fait ici, et on intègre le long de
la caractéristique dont on va justement trouver l'expression analytique. Bien. Alors, quand on intègre... oui, ici j'ai rajouté des primes pour ne pas confondre la variable d'intégration avec la variable qui est la borne de l'intégrale, mais qui est tout de même une variable. Bien. Ici, comme on a une intégrale de 1 sur y, comme vous le savez, c'est la fonction ln. Donc on a, ici j'ai pas remis tout le calcul avec la borne, mais donc on a ln de y moins ln de s. Ça, par les propriétés des logarithmes, on sait que c'est ln de y sur s. C'est exactement pareil de l'autre côté, avec ln de x sur s. Ici, on utilise encore la propriété de l'intégrale. On fait rentrer le moins qui se met en exposant, et donc ça devient ln de s sur y. Ensuite, comme ln est une fonction strictement croissante, on peut dire que l'argument à l'intérieur sont égaux, donc s sur y égale x sur s, et ensuite, par des manipulations algébriques, on trouve que s est égal à la racine de x fois y. Alors pourquoi pas moins la racine de x sur y? C'est parce qu'on a considéré un s qui est positif. Ok, alors maintenant il reste à trouver la dernière étape. Donc on a trouvé l'équation des caractéristiques que j'ai représentée ici pour différents s. On voit que pour s égale 1, on a cette équation ici, donc c'est une parabole en 1 sur x. Pour s égale 2, on a cette équation ici, donc y égale 4 sur x, etc. Et donc en fait, pour n'importe quelle valeur de s, on va définir tout notre plan comme ça, mais selon des directions assez spéciales. Et c'est le long de ces directions que l'on va spécifier, que l'on va trouver la valeur de u, qui, donc, comme ça on a un espace dense, il sera défini sur tout le domaine 2D qu'on considère. Bien, alors on reprend notre dernière équation qu'on a trouvée pour considérer u à présent. Et donc, on peut soit utiliser cette expression-ci, soit utiliser cette expression-ci. Et comme on a vu, en fait, elles sont équivalentes. Les deux donneront le même résultat. Ici, on va choisir de considérer plutôt celle-ci. Et donc, voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, Q du égale R de Y. On remplace par la valeur de Q et de R qu'on a trouvé. Voilà, comme on a fait ici. On met tout le Y et le U du même côté. Et comme on a fait ici, on intègre des deux côtés. Donc, pour Y, c'est toujours la même chose. On intègre de la courbe gamma jusqu'à un certain point. Et pour la courbe u, enfin pour la variable u, pardon, cette fois-ci, on fait la même chose, sauf que ici, on est dans le domaine de la fonction u, et donc on est, entre guillemets, si on représente la variable u par une troisième coordonnée ici, on est dans la coordonnée ici en hauteur, si vous voulez. Et donc, on est donc au-dessus de la courbe gamma, et c'est là où la fonction est spécifiée. Et donc c'est pour ça qu'on a u de s, et là c'est là où la fonction est spécifiée, on a donné la condition initiale ici, et on va, comme toujours, vers un certain point x, enfin u de xy particulier, enfin non justement quelconque, voilà, pour avoir une expression assez générale. Ok, ensuite, ici on voit que u0 c'est une constante, donc quand on a l'intégrale de la constante, c'est juste la différence des bornes. Ici, u de s de s, f de s, comme c'est spécifié ici. Et ensuite, on a toujours, comme avant, les ln. Donc ln de s moins ln de x, ça fait ln de s divisé par x. Et ensuite, ici, c'est très important, on doit utiliser l'expression des caractéristiques qu'on a trouvées. Et on sait donc que s, c'est égal à la racine de x fois y. Et donc, on remplace ici par cette expression, de façon à ne plus avoir de notre expression finale un certain s dont on pourrait, enfin qui cacherait une certaine expression de x ou de y. Et de cette façon, on n'a plus qu'une expression générale avec du x et du y. Voilà, ici on voit que on peut simplifier un racine de x avec un x ici, donc on a la racine de x qui se met au dénominateur, et ensuite on peut sortir la racine carrée du ln, et au final on obtient cette expression-ci, qui est donc notre solution pour u. Voilà, alors ici,
J'aurais pu spécifier une fonction S. Et donc oui, encore ici, ben, S, j'aurais dû remplacer par racine de xy, c'est vrai. Et aussi, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que j'ai divisé par u. Eh bien, c'est pour en fait, enfin, je pourrais multiplier des deux côtés par u0 de manière à avoir juste u de xy ici. Mais de cette manière, on a en fait une forme adimensionnalisée, c'est-à-dire que u, par exemple, si on est ici dans un contexte physique, ça peut par exemple avoir des unités de température, et le U0 aussi. Et de cette manière-ci, on obtient ici un nombre qui est adimensionnel, et ici aussi, et forcément ici aussi. C'est souvent intéressant d'avoir des équations sur une forme adimensionnelle, comme par exemple en mécanique des fluides, on a différents nombres, comme le nombre de Reynolds, qui est assez connu, et ça permet en fait de pouvoir généraliser des cas à différents, euh, différentes situations où on a des dimensions différentes, mais au final, la situation physique est tout à fait semblable. Voilà, voilà qui clôture cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.